toutes mes vidéos en fait sont un mix entre des choses qui sont scriptées et des choses qui sont improvisées. Là, ça m'arrive parfois très régulièrement d'être en montage et tout d'un coup de me dire « Ah, c'est dommage, j'aurais pu rajouter ça à ce moment-là de la vidéo » et de devoir retourner des plans, tu vois, alors que je suis en train de monter, tu vois, juste pour illustrer des choses, en fait. Je peux te lâcher une petite exclusivité. Allons-y. Normalement, cette année, je vais peut-être, quasi sûr, travailler sur une nouvelle chaîne YouTube, en fait. Okay. Une chaîne secondaire qui n'aurait rien à voir avec le graphisme et le design. Le pyjama me semble un peu fake. Le bas, enfin le pantalon. Est-ce qu'il y a des dents là-dedans? Est-ce qu'il y a des traces de dents là-dedans, tu vois? Peut-être qu'ils ont fait ça à la cuillère. Si c'est du packshot. Si c'est de la 3D, c'est monstrueux, quoi. Ah non! Bah bienvenue, Ballo. Merci beaucoup d'avoir accepté du coup cette interview, la première de ma chaîne. Donc merci à toi. Donc ça fait vraiment plaisir. Peut-être qu'il y en aura d'autres dans le futur. Tout dépendra vraiment de ce que pensent les viewers. Ah mais en tout cas, bah merci beaucoup. Et puis j'avais quelques petites questions à te poser. On va faire peut-être une petite interview et ensuite on va pouvoir faire deux petits jeux. Interview puis 2 jeux. Voilà, 2 jeux qui vont être... bon, on va pas spoiler, on verra, on verra plus tard. En tout cas, pour les quelques personnes qui ne te connaissent pas, étant donné que tu es quand même, pour te présenter rapidement, designer graphique et youtubeur. Du coup, tu partages un petit peu tes différentes expériences, tes explorations sur YouTube avec un montage très léché, j'aime beaucoup, qui est divertissant. Merci. Et puis pour le domaine du graphisme, c'est vrai que on voit pas ça énormément. Et que quelques youtubeurs comme toi qui sont... qui ont cette patte et qui sont vraiment, voilà, que j'aime beaucoup, que je suis assidûment. Et du coup, pour nous expliquer un petit peu ton parcours, alors d'où viens-tu, que fais-tu et comment tu en es arrivé là en fait? Alors, d'où je viens, je suis belge, je viens de Bruxelles. Tu le savais ça? Je le savais. J'ai une petite question à ce niveau-là. C'est pas une exclu alors. Donc ouais, je viens de Bruxelles et j'ai fait des études en graphisme que j'ai avortées, donc j'ai arrêté avant ma dernière année parce que je m'ennuyais un petit peu et que je me rendais compte que j'apprenais plus assez et que j'avais la possibilité en fait de faire des formations à côté. Donc après j'ai fait du web design, enfin des formations de web design. Et puis ensuite j'ai fait des petits stages et je me suis lancé en freelance assez rapidement. Je suis pas passé par des agences, etc. Donc, j'ai juste travaillé en stage et puis après, je me suis direct lancé à mon compte. J'ai fait ça pendant 6-7 ans environ. Et en parallèle de ça, après 2-3 années de freelance, j'ai commencé à lancer ma chaîne YouTube dans laquelle je faisais essentiellement des petits tutoriaux Photoshop, Illustrator au début, comme beaucoup de chaînes de graphisme, on va pas se mentir. Et puis au fil du temps, ça a évolué. J'ai fait de plus en plus de vidéos et de moins en moins de contrats clients. Et ces dernières années, là, j'ai vraiment fait un shift total où je fais vraiment plus que des vidéos et je prends plus jamais de clients. Ce qui est un peu bizarre parce que je reste dans le secteur du graphisme, mais j'ai plus vraiment un pied dans le monde professionnel, on va dire. Donc c'est un peu étrange quand même. Mais je prends mon plaisir comme ça parce que le fait d'avoir commencé les vidéos YouTube, ça a réveillé en moi une nouvelle passion qui est la vidéo, en fait, la réalisation. Et qui maintenant autant ma passion que le graphisme en fait. Donc voilà, en quelques mots. Ouais, je vois. Mais du coup, ta toute première vidéo, elle est sur cette chaîne YouTube Ballo ou t'as déjà fait des tests peut-être au niveau de, je sais pas, d'autres domaines ou c'est vraiment, tu t'es lancé directement sur YouTube? Ouais, je me suis lancé directement sur YouTube avec du graphisme. Pour l'anecdote, je me souviens que j'ai hésité pendant un long moment parce que ça faisait déjà presque 1 ou 2 ans que j'avais en tête le fait de créer une chaîne YouTube, mais je savais pas exactement dans quel secteur le faire. Ça me paraissait pas directement évident de le faire avec le graphisme. Genre même pour te dire, j'ai hésité à faire de la cuisine, ce genre de choses, parce que j'aime bien cuisiner, tu vois. Et finalement, après réflexion, j'ai fait du graphisme. Et la toute première vidéo qui a sur ma chaîne, c'est vraiment... Non, c'est pas ma première vidéo, parce que j'ai appris à faire du montage, etc. un petit peu avant. Parce que pendant que j'étais freelance, j'ai aussi fait des making-of de publicité. Et j'ai aussi fait quelques clips pour des rappeurs à Bruxelles. Donc j'avais un peu bossé dans la vidéo quand même, mais très légèrement. Et c'était en total amateur, quoi. Donc j'avais quelques petites bases, mais surtout pour le montage, etc. Mais... Et d'ailleurs, tu t'es lancé du coup en tant que freelance alors que tu avais quitté des études. Et ça, quand même, c'est assez remarquable. Et tu as rencontré quand même des petites difficultés en te lançant en tant que freelance ou tu avais déjà des contacts à droite à gauche qui recherchaient tes services? Ben, en fait, j'avais 0 contact, mais je m'étais surtout fait mon premier client à mon stage. Genre quand j'étais dans mon stage, j'étais à un moment dans un bureau partagé, un coworking. Et il y avait un gars avec qui j'avais discuté et qui avait besoin de quelqu'un pour créer une identité graphique. Et ça, c'est une personne que j'ai rencontrée tout à la fin de mon stage.
Donc en fait, dès que j'ai quitté le stage, j'ai pu rentrer en contact avec cette personne et ça a été mon premier client directement. Donc ça, j'ai eu un petit peu de chance et sinon j'avais rien d'autre en fait. Mais le gros avantage, enfin l'avantage, pas vraiment un avantage, mais la chance que j'ai mis entre guillemets, c'est de directement aller dans un bureau partagé avec d'autres créatifs. Donc j'ai quitté un bureau partagé pour être dans un autre bureau partagé, pour que ça soit clair. Et là, j'étais avec des amis à moi qui sont aussi des indépendants, des réalisateurs, des illustrateurs, des photographes. Et j'ai directement été immergé un peu dans ce monde du freelance. J'étais pas tout seul chez moi. Je pense que le problème de certaines personnes, ça peut être de s'isoler à la maison et en fait de pas savoir quoi faire. Alors que quand tu es entouré de gens qui sont aussi freelance, aussi indépendants, ben ils peuvent te donner des tips, ils peuvent te donner des conseils, te remonter le moral si t'as pas de clients et surtout, possiblement te refiler des clients. Tu vois, par exemple, il y avait un photographe dans mon bureau, ben, ça peut arriver qu'il ait un client pour qui il fait des photos, qui a besoin d'un site web, il peut me recommander, donc c'était pas mal. Donc ça m'a beaucoup aidé, je crois que le fait d'être dans un bureau partagé et de pas être tout seul chez soi, ça a beaucoup contribué à ce que j'ai du boulot en fait. Ouais, ça peut être un bon conseil pour toutes les personnes qui se lancent en tant que freelance, c'est de rejoindre des coworking space. Ouais. Et c'est vrai que ça c'est un gros tips environnement et qui joue une grosse partie de notre carrière aussi. Et des fois c'est des hasards, des coïncidences qui nous propulsent. Même chose pour ma part, c'était, genre je trouvais un stage, mais en bombardant d'emails plusieurs studios sur Londres. Donc c'est exactement la même chose, faut être acharné. T'es parti à Londres toi hein? Ouais, c'est ça, sur Londres pour un stage de motion design, sans vraiment avoir appris motion comme toi, un peu en autodidacte. Avec des tutoriels en ligne ou des formations. Et à l'ISA, on voyait un petit peu le motion design, mais c'était plus de la 2D. Du coup, c'est pour ça que je voulais vraiment focus 3D. Et t'avais déjà des bases en 3D? Non, tout. Enfin, que en autodidacte. Okay. J'ai rien appris à l'école, malheureusement, mais ça m'a donné des petites bases au niveau de l'animation, des keyframes, etc. quoi. Mais en tout cas, au niveau 3D... Toi, t'as fait un bac en graphisme à la base? Pas un bac, non, c'est une licence. Quoi. Du coup, 2 ans... Ouais. Enfin, une année de mana et 2 années de graphisme. Ok, donc après, tu t'es vraiment reconverti en 3D total, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, je me suis dit, ça a l'air cool, ok, on tente à fond de faire ça. Et puis le graphisme a permis de nourrir un petit peu cette passion aussi. Bien sûr, il y a quand même des bases qui restent les mêmes. Ouais, exactement. Et je trouve que c'est important quand même. Tu vois quand même la différence entre les personnes qui ont fait une école, enfin pas une école, mais je veux dire qui sont intéressées au graphisme au préalable et ensuite se sont lancées en 3D, que les personnes qui se lancent directement en 3D, enfin ils ont... Ouais, ils ont des lacunes, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, rien ne t'empêche. Hein. Enfin, je veux dire, si tu te lances en 3D sans avoir fait de graphisme, tu peux bien sûr atteindre le niveau d'un mec qui fait une école, bien sûr. Ce n'est que du travail. Exactement. Et donc, en fait, ton stage s'est transformé en emploi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mon stage s'est transformé en emploi. Juste après, j'ai décidé de rapidement sauter, de changer de studio. Je voulais absolument voir différents studios et monter en niveau, étant donné que c'était pas vraiment le type de rendu que je voulais faire. C'était plus de la 3D style 2D et animation de logo en 3D style 2D, encore une fois. Et c'est les projets perso qui ont vraiment permis de faire la transition vers un studio un peu plus sympa. Un peu plus réaliste et avec des projets plus imposants. Donc les projets perso sont ultra importants pour les personnes qui se lancent et qui souhaitent vraiment se lancer. Le portfolio. Ouais, c'est clair, le portfolio, c'est ce que tu dois te focus le plus. Et ensuite, bien sûr, la communication, savoir te vendre, avoir une stratégie pour contacter tes clients, etc. C'est une grosse partie. Tout ça prend que le temps aussi, quoi. Exactement, ouais, ça s'apprend. Ouais. Et toi, ce qui a été trop top, c'est que justement, tu as rejoint un coworking où ils avaient peut-être des bases et puis tu as pu apprendre de chacun comment se refiler les clients, etc. Et ça, je trouve que c'est un cheat code qui est vraiment excellent. Ah, clairement, il y a une synergie en fait. Moi, quand je suis arrivé, il y avait des gens qui étaient déjà en train de bosser en tant que freelance depuis 2-3 ans et je kiffais trop ce qu'ils faisaient dans leur travail. C'était hyper inspirant pour moi aussi de me dire ok, il y a moyen et ils me motivaient en fait indirectement, tu vois, sans le vouloir en fait. De par le fait de travailler, ça me motivait de les voir, tu vois ce que je veux dire? Ouais, exactement. Ouais, surtout quand tu t'admires le travail aussi. Ouais, et puis même pour l'inspiration, tu t'inspires de chacun, ils peuvent donner des tips, des recommandations YouTube, des bouquins, etc. Et c'est clair que c'est une bonne stratégie. Ouais. Et il y a aussi cette idée qui était assez important pour moi, mais de séparer en fait mon lieu de travail et ma vie privée, ma vie personnelle, tu vois. J'avais pas envie de me retrouver dans une phase où je vis au même endroit, puis je travaille au même endroit. Bon, après, il y a des gens qui aiment ça. Hein. Franchement, il y a des gens qui aiment ça. Moi, ça me correspondait pas. J'avais besoin d'un côté social et de me dire, ok, je vais quelque part pour travailler. Tu vois? Ouais, je vois. C'est excellent parce que moi, c'est totalement l'opposé. C'est pas que j'aime pas, c'est que je suis plus peut-être introverti dans ma bulle, faire mon taf et éviter les distractions. Mais ces distractions peuvent aussi apporter des opportunités et des connexions. Et c'est vachement important aussi de faire ces étapes. Mais
c'est marrant à ce niveau-là, on est complètement opposés au niveau du parcours, mais en tout cas, ça dépend vraiment de la personnalité de chacun. Bien sûr, évidemment. Puis il y a des gros avantages pour l'un comme pour l'autre. Bien sûr. Bah, déjà, monétairement, tu n'as pas un loyer à payer de bureau, tu vois. Parce que clairement, c'est un budget, on va pas se mentir. Que même si c'est un coworking et un bureau partagé, c'est quand même un coût, quoi. Donc, ouais, clairement. Mais après, ça va te pousser aussi. Tu te dis, oh là là, je dois payer le loyer, du coup, faut que je trouve un truc absolument, et tu fais tout ce tout ce que tu peux pour en trouver un, quoi. Du coup, ça peut être un bon petit au cul, quoi. Ouais, non, clairement. Du coup, ok, ce serait un des conseils de rejoindre peut-être un coworking ou de bien t'entourer. Et clairement. Est-ce que tu as peut-être un autre conseil pour les jeunes designers qui souhaitent se lancer? Franchement, on me pose souvent cette question. Et moi, en vrai, je réponds toujours la même chose. Trouver un bureau partagé, se créer une petite équipe, tu vois. Essayer d'être présent un peu sur les réseaux, avoir un bon site web. Parce que je trouve aujourd'hui, il y a un peu ce débat entre est-ce qu'il faut être que sur les réseaux ou est-ce qu'un site web, ça sert encore à quelque chose. J'ai l'impression, de mon point de vue, qu'avoir un site web, ça professionnalise quand même encore un peu aujourd'hui et que ça perd moins les gens. Enfin, c'est mon avis perso, mais je trouve qu'envoyer juste son Instagram à un client pour montrer ce que tu fais, c'est pas tout le temps la meilleure façon de le faire. Alors qu'un site web, tu peux étoffer tes projets, les expliquer, mettre plusieurs images en bonne qualité. Donc, je trouve que c'est assez important, même si tu crées pas vraiment de trafic, juste pouvoir dire, ok, bah, allez voir mon site, donner une carte ou j'en sais rien. Je trouve ça plus efficace, quoi. C'est vrai que de nos jours, tu vois, même sur Behance, c'est bien fait Behance, je suis d'accord. Mais je pense que les gens qui n'y connaissent rien à l'art ou qui n'ont jamais été de leur vie sur Behance, ils vont être un peu paumés peut-être. Surtout qu'en plus, il y a des projets collaboratifs, etc. Tu peux vite quitter la page du gars sans t'en rendre compte. Enfin, je recommanderais quand même toujours d'avoir un site web aujourd'hui. Ouais, complètement. Ça peut être un deuxième conseil. Ouais. Que penses-tu de ce conseil? Non, très, très bon conseil, je valide totalement. C'est vrai que penser aussi à la rétention, entre guillemets, c'est-à-dire que quand une personne vient sur ton site web ou sur ton Behance, c'est vrai qu'il peut être tenté de voir différents profils et comparer du coup tes travaux avec quelqu'un d'autre. Et dans ce cas-là, se dire, ok, bon bah peut-être qu'il y a mieux ailleurs. Et puis alors que si tu t'apportes le visiteur sur ton site web, tu peux, comme tu dis, bien contrôler un peu l'expérience du visiteur et puis montrer tes meilleurs projets avec une qualité d'image qui est bien plus supérieure. Que peut l'être peut-être sur un Instagram. C'est vrai. Après, bien, je pense que c'est quand même aussi avoir. Ouais, Behance, c'est quand même pas mal, hein, je dis pas le contraire. Hein. Mais après, c'est vrai que t'as aussi cet aspect de pouvoir écrire un texte, expliquer le projet. Sur Instagram, tu pourras pas vraiment le faire, quoi. Enfin, t'auras peut-être la petite description, mais c'est pas suffisant, quoi. Ouais, c'est pas super pro, et puis ouais, tu vois pas, parce que aussi, il faut garder en tête que les gars, ils ont un spreadsheet, en tout cas pour les studios, un spreadsheet avec ton site web, ton nom, ton adresse mail, etc. Et du coup, je trouve que ça fait plus pro qu'avoir un Instagram slash ouais, bien sûr, etc. Voilà, faut garder ça en tête et voilà, un site web aujourd'hui, ça se fait assez rapidement et ça coûte pas grand chose. C'est clair. Faut pas hésiter à le faire dès le départ, quoi. Toi, ton site web, tu l'as fait sur quoi? C'est Webflow. Alors, je l'ai délégué à quelqu'un. Ouais, ah merci, c'est cool. Mais Webflow, Webflow, c'est vraiment pas mal. Ce que j'aime bien aussi, c'est cet effet de scrolling animé avec des lotis, ça marche bien. Après, je l'ai pas fait moi-même. Au départ, j'étais sur WordPress où là, j'avais fait mon site, mais celui-là, je l'ai délégué. Comme pour la 3D, on pourra en reparler, mais ses compétences. Il vaut mieux déléguer les choses parfois à des gens qui sont plus compétents. Ouais, c'est ça. Moi, c'est vrai que c'est un truc que j'ai toujours eu du mal à faire et que je fais de plus en plus aujourd'hui. Et j'ai toujours aimé avoir un peu le contrôle sur tout, même si je maîtrise pas tout. Et parfois, ça peut te porter préjudice, ou alors tu te rends pas compte que parfois, si tu travailles avec quelqu'un de plus compétent, ça peut vraiment élever ton projet. Ouais, c'est quelque chose que d'ailleurs je mets beaucoup plus en place cette année, c'est ne pas hésiter à déléguer. C'est un petit investissement, mais au retour, ça va te libérer tellement de temps et c'est peut-être mieux fait. Après, avoir un contrôle, c'est quand même bien parce que si jamais tu veux ajouter des projets, etc., c'est bien de le contrôler. Oui. Puis, voilà. C'est vrai que sur un site web, c'est différent parce que si tu dois tout le temps passer par ton web designer pour ajouter des projets, c'est chiant, quoi. Exactement. Mais après, voilà, un petit tuto, tu peux lui demander un petit tuto et puis normalement, ça devrait pas poser de problème de ce côté-là. Ouais, c'est ce que je faisais, moi, à l'époque, parce que j'ai fait des sites web, du coup, pour des gens et je leur faisais des petits tutos vidéo en parallèle de ma chaîne YouTube, tu vois. J'avais déjà un peu l'expérience. Ouais, franchement, c'était une vraie plus-value, je trouve, hein, parce que je vendais ça dans mon package à mes clients pour des sites web. Je leur disais, voilà, en plus du site web, vous avez des vidéos tutoriels qui sont personnalisées avec votre site web où je vous explique comment le gérer, quoi. C'était un vrai argument de vente, en fait. Et en plus, tu peux aussi proposer un sorte d'abonnement tous les mois. Tu peux dire au client, vous pouvez me contacter à n'importe quel moment pour soit corriger un problème ou ajouter quelque chose sur votre site web.
et voici un petit peu votre budget, votre formule ouais. exactement. Et puis tous les mois, tu peux avoir un petit revenu passif grâce aux clients que tu as déjà eu sur le côté. Donc ouais, c'est vrai que créer le site web, c'est vraiment intéressant aussi. Ouais, moi ça je le faisais pas parce que j'avais un peu peur des abus. Mais ouais, j'avoue, c'est vrai qu'il peut te... Je trouve que c'est compliqué à gérer, tu vois, le côté en mode ok là vous demandez peut-être un peu trop, tu vois, je sais pas. Du coup je préférais moi complètement me détacher, mais... Ouais, carrément. Mais après c'est aussi, c'est du revenu passif, ça peut être intéressant quoi. Ouais. Et en plus si t'es, tout dépend encore bien sûr de la problématique, mais c'est vrai que ça peut être peut-être rapide à exécuter. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a plus de site web, plus de freelance du tout, et on se focus du coup principalement sur YouTube. Et aussi, il y a un gros projet du coup que tu as maintenant lancé il y a quoi, 1 mois ou 2 peut-être, par là, ton projet de jeu de cartes. Alors, ça c'est je l'ai commencé il y a plus longtemps que ça. Hein. Ah, il y a plus longtemps que ça. Okay. Ouais, je l'ai commencé il y a un moment déjà. C'est vrai que j'ai pas au niveau de la chronologie. Ouais, c'est un peu le bordel parce que c'est revenu plusieurs fois et j'ai commencé le projet en juin 2022 où là j'ai commencé la création des cartes. Ça a pris plus ou moins 3 mois et ensuite il y a eu un break de 2 mois parce que je suis parti en vacances, j'avais besoin de finaliser le projet un peu dans l'ombre. En septembre j'ai lancé une campagne de crowdfunding qui a terminé en octobre et à partir d'octobre j'ai commencé à faire la production du jeu avec mes prestataires, etc. Et là, on va enfin arriver bientôt à la livraison des jeux de cartes, quoi. En gros, pour te refaire un peu la chronologie du truc. Tu sais qu'on se rend pas compte forcément, au début du projet, tu te dis bon, bah, ça va être ok, ça va, j'ai un peu l'idée en tête de ce que je veux faire, l'illustration, ok, ça va être rapide, mais en réalité, c'est vrai que ce soit au niveau du processus créatif, de la fabrication, des problématiques que tu rencontres, c'est jamais comme tu le prévois, quoi. Clairement. Des problèmes, quoi. Et c'est sûr que Bon, je m'étais rendu compte que ça allait être assez fastidieux comme travail, mais j'avais quand même un petit peu sous-estimé. Parce qu'en réalité, 56 cartes, c'est énorme quand même. Et le fait de trouver les idées, faire d'autres cartes, créer la boîte, tu t'es confronté à plein de petits problèmes, plein de choses auxquelles tu n'avais pas forcément pensé. Et c'est ça qui était pas mal, c'est que le jeu de cartes, je l'avais créé en collaboration un peu avec la communauté. Ouais. Donc, ce qui était cool parce que les gens pouvaient, à chacun des épisodes, parce que du coup, il y a eu 6 épisodes dans lesquels je créais le jeu, pouvaient un peu me donner des conseils, me donner leurs avis. Et moi, ça me permettait aussi de penser à des choses auxquelles j'aurais pas forcément pensé, tu vois. Et de rajouter, d'implémenter des choses dans le jeu qui sont assez intéressantes. Notamment, un truc auquel j'avais pas pensé, mais les jeux sont pas très souvent pensés pour les gauchers. C'est-à-dire que, bête truc, tu vois, mais genre quand tu fais un éventail, quand un gaucher le fait, il voit pas en général les petits symboles sur le côté. Ils sont que sur les côtés en haut à gauche et en bas à droite. Et donc là, l'idée était de le faire pour les gauchers et les droitiers. Donc il y a le symbole qui est retrouvé dans les 4 coins, en plus petit pour pas que ce soit trop abusé. Mais ça, c'est des choses auxquelles moi, j'aurais jamais pensé et qu'on m'a fait remarquer en commentaire. Et c'est là que ça devient hyper intéressant, du coup, de créer quelque chose en communauté, tu vois. Il y a une vraie plus-value, en fait. Carrément, je trouve l'idée excellente et du coup, on s'attache au projet aussi et on a envie de voir la suite. Et c'est une petite série Netflix et on a vraiment envie de voir, d'avoir l'objet à la fin entre ses mains et je trouve que ça donne un petit storytelling et une histoire à ce jeu de cartes et trop bien, quoi. Et l'idée, elle était venue comme ça, tu t'es toujours dit, je vais faire un truc physique En vrai, le jeu de cartes, c'est une idée que j'ai en tête depuis genre peut-être presque 10 ans, je crois. Parce que quand j'étais plus jeune, vraiment, j'étais un passionné de magie, j'adorais manipuler les cartes. Puis après, quand j'ai commencé à faire du graphisme, je me suis toujours dit que ça pourrait être stylé un jour de faire mon propre jeu. Mais j'avais pas du tout l'ambition de le commercialiser. Parce que je pensais pas que ça allait être trop compliqué, je pense, tu vois. Donc je pensais en créer un, mais juste pour le fun, en digital. Et puis maintenant avec la chaîne YouTube, avec la visibilité, etc., je me suis dit que le projet était quand même concrétisable. Mais j'avais souvent repoussé en fait le travail parce que, comme je le disais, ça prend beaucoup de temps. Et comme je faisais beaucoup de vidéos en même temps, je me voyais mal en fait, à côté de mes vidéos, travailler sur un jeu de cartes qui allait me prendre 6 mois à faire. Enfin, c'était un peu l'enfer. Et puis après là, j'ai vu surtout un youtubeur américain qui s'était lancé aussi dans cette aventure et il l'avait fait sous forme d'épisode. Et du coup, je me suis dit, pourquoi est-ce que j'ai pas pensé à ça avant en fait? C'est vrai que au lieu de faire ça dans l'ombre, je pourrais le faire sous forme d'épisode. Donc je me suis un peu inspiré de son format, on va dire, pour ensuite commencer le mien, quoi. Et ça fonctionne vraiment bien.
Franchement, Merci. trop cool quoi. Et tu là, penses, j'ai qu'une envie, c'est l'avoir en main, quoi. Ouais, c'est ça. Ah oui, même toi, t'as même pas de prototype, t'as rien entre les mains quoi. T'es allé voir l'usine quoi, t'as vu un peu la production, mais t'en as pas. Le seul truc que j'ai là actuellement, c'est ça. C'est les Uncut It, quoi. Donc c'est vraiment le jeu qui est non découpé. Mais bon au moins je vois la qualité du produit, tu vois. Mais j'ai pas encore pu manipuler les cartes, si tu veux, découper, etc. J'ai pas encore vu la boîte non plus. Ça J'ai eu dépendra un petit problème aussi. Quel type de problème? Parce que là, on a du retard. Normalement, franchement, le jeu devrait déjà être dans ma main. Mais il y a eu un petit problème de dernière minute. Ils ont fait l'usine avec qui je travaille, qui travaille sur les boîtes, a fait une petite erreur sur le gabarit. Et donc, en fait, ils ont imprimé des milliers de boîtes avec un défaut. Et donc, ils ont dû tout recommencer, quoi. Et comme c'est des boîtes qui sont embossées, etc., ça prend genre 1 mois de travail, tu vois. Et en plus, ils sous-traitent l'embossage, non? Du coup, c'est ça, ouais. C'est eux qui sont en c'est perte, pour ça que ça prend plus de temps. Ils t'ont pas chargé, j'imagine, parce que ça vient de leur l'erreur vient pas de moi, donc non, c'est sûr que non. Fallait que ça tombe sur moi, quoi, mais... Ouais, j'avoue, ouais, c'est vrai qu'ils ont peut-être pas souvent, je sais pas trop, mais ce type de projet... Mais l'embossage, c'est plus rare en général, quand même. Enfin, tu vois, l'embossage, c'est vraiment sur des produits un peu plus haut de gamme. Et donc, ils le sous-traitent parce que je pense que c'est... Enfin, ça, c'est ma théorie, mais je crois que c'est pas intéressant pour eux d'avoir tout un système d'embossage chez eux parce qu'ils le font pas assez souvent. Oui. Donc, ils le sous-traitent. C'est pas rentable. Enfin, je pense, tu vois. Parce qu'en vrai, ouais, l'embossage, ça coûte cher et... Tu vois, si c'est pas un produit de luxe, ça sert à rien, quoi. Tu verras jamais un embossage. Enfin, c'est rare de voir un embossage en magasin. Ça arrive, hein. Mais la plupart des produits n'en ont pas, quoi. Mais ça fait son petit effet, quoi. Ouais, carrément, je trouve ça cool. Ça montre l'attention que tu as portée au projet et aux détails, etc. Et c'est toujours... autant pousser le projet à fond, quoi. C'est pas tous les jours que tu vas faire un jeu de cartes, quoi, j'imagine. Donc, ouais, c'est clair. Donc, autant pousser le truc. Et je sais pas si t'as peut-être d'idées d'autres projets, peut-être dans le futur, de projets physiques comme ça, ou... Franchement, ouais, j'en ai plein. Hein. Ouais. J'en ai plein. Des trucs un peu moins... qui prennent moins de temps, en tout cas. Parce que j'ai l'impression que c'est difficile, en fait, de faire plus que le jeu de cartes. Enfin, de faire plus complexe. Parce que le jeu de cartes, c'est vraiment... Il y a tellement de choses à faire, en fait, et à penser. Mais sinon, il y a plein d'autres produits que j'aimerais bien faire. Notamment, genre une balle de basket customisée, tu vois. Parce que j'aime beaucoup le basket, tu vois. Ouais, carrément. J'ai une liste, en fait. Hein, j'ai plein de trucs. J'ai toujours voulu faire un puzzle aussi. Tu vois, un puzzle graphique. Et je trouve ça cool, en fait, que les gens puissent après créer eux-mêmes l'illustration, tu vois. Et c'est plus l'idée dans l'idée de vendre le puzzle en mode... Comme si c'était un poster à assembler, tu vois. Tu vois, que le design, en fait, soit vraiment comme un poster. Et que l'idée, après, c'est presque d'encadrer le puzzle, tu vois. J'aime bien cette idée-là. Mais c'est clair, il y a plein d'idées et j'ai hâte de pouvoir faire d'autres trucs, quoi. Puis, vu le succès du projet, c'est vrai que ça encourage aussi à pouvoir tenter une nouvelle chose. Clairement. À fond. Et au niveau de ce projet, comment t'as structuré un petit peu les idées? Enfin, c'est quoi un petit peu ton workflow quand tu crées une vidéo? Parce que là, c'est vrai que c'était un projet qui s'est étalé sur plusieurs mois. Et du coup, est-ce que tu penses en avance un petit peu, tu projettes, tu sais à peu près ce qui va se passer et du coup, ensuite, tu découpes un peu la vidéo et... Toutes mes vidéos, en fait, sont un mix entre des choses qui sont scriptées et des choses qui sont improvisées. Donc évidemment, il y a plein de dénouements que je connais pas forcément, mais chaque vidéo est quand même un peu réfléchie et pensée en mode qu'est-ce que je pourrais implémenter dans celle-ci. Parfois j'écris des vannes à l'avance, parfois j'écris des effets de réalisation à l'avance. Et puis après, il y a un mix évidemment de je me filme pendant que je travaille et du coup, il y a des choses qui se font spontanées. Mais c'est une façon de réaliser qui est un peu particulière, tu vois. Dans le sens où je vais quand même penser la vidéo avant, mais après je suis en freestyle dedans. Ça, c'est un peu bizarre. Genre c'est un mix entre du vlog si tu veux et de l'écriture quoi, une vidéo écrite de A à Z quoi, c'est un mix entre les deux. Et c'est un peu le style que j'ai un peu développé cette année justement. À l'époque je faisais pas du tout ça. À l'époque c'était vraiment scripté de A à Z. Genre avant que ma vidéo tourne, je connaissais déjà quasi l'intégralité. Mais au fur et à mesure du temps j'ai un peu changé mon style et je mets plus d'importance maintenant en fait à la réalisation. Tu vois, faire des petits plans, jouer avec la caméra, qu'elle soit pas uniquement sur un pied. Et donc ça demande quand même d'écrire un peu les vidéos parce que tu peux pas constamment improviser tes plans. Ouais, tu scriptes quand même ce que tu dis un petit peu de temps en temps ou pas? Certaines choses, ouais. Certaines choses, les voix off surtout, les voix off, tu vois. C'est vrai que ça prend du temps quand même d'écrire son script, de le réciter devant la caméra, d'être à l'aise, c'est vachement time consuming et au niveau de l'énergie aussi, c'est vrai que... comme je te dis, ouais, il y a un mix des deux, quoi. Il y a des scripts et il y a aussi de l'improvisation totale, quoi.
Ou parfois je parle juste à la caméra et je me confie sur ce que je suis en train de faire, et là c'est de l'improvisation évidemment, mais c'est un mix des deux quoi. Et ça prend combien Puis de ouais, temps clairement, pour faire une vidéo ça me prend de plus en plus de temps parce que je suis de plus en plus exigeant, on va dire, et j'ai de plus en plus d'ambition, surtout en termes de réalisation. En vrai, entre idée, écriture, tournage, montage, ça me prend maintenant aujourd'hui, on va dire, 10 jours, tu vois. Parce que je dirais pas 2 semaines, mais ouais, 1 semaine et demie, quoi. En général, tu vois, je vais passer un jour à écrire, à penser aux idées, à savoir ce que je vais faire, à brainstormer un peu. Puis après, je vais passer quand même 3-4 jours à tourner, en fonction de ce que je dois faire. Et puis après, je vais avoir le montage qui peut prendre aussi un peu de temps. Et puis il y a aussi de la miniature. Mais ouais, ça peut me prendre 10 jours, tu vois. Si vraiment je me focus à fond, peut-être un peu moins. Mais tu vois, il y a aussi ce syndrome de... Parfois, t'es en train de faire le truc, t'es en train de terminer, puis tu penses à quelque chose que t'aurais voulu rajouter et tu reviens en arrière. Enfin, tu vois, ça m'arrive parfois très régulièrement d'être en montage et tout d'un coup de me dire « Ah, c'est dommage, j'aurais pu rajouter ça à ce moment-là de la vidéo » et de devoir retourner des plans, tu vois, alors que je suis en train de monter, tu vois, juste pour illustrer des choses, en fait. Alors qu'avant, ça me prenait peut-être 3 jours, quoi. Ouais. Mais on voit quand même la différence, enfin, je veux dire, enfin, même au niveau de l'attention que tu as, même sur ta chaîne YouTube, c'est vrai que quand c'est bien exécuté, bien chiadé, et puis le storytelling est vraiment intéressant, c'est vrai que ça donne envie de regarder la vidéo jusqu'au bout, et puis c'est des efforts qui finalement payent, donc c'est pas... Bien sûr, ouais. Oui, non, clairement, il y a un retour hyper positif, et comme tu dis, le storytelling, c'est un truc dont j'avais pas forcément conscience à l'époque. Je faisais mes vidéos sans forcément penser à l'histoire que j'allais raconter, et maintenant je mets un gros point là-dessus. Genre c'est quasi le truc le plus important dans mes vidéos en fait, c'est ce qui me fait le plus kiffer, c'est essayer de raconter une histoire, de montrer aussi les défauts, montrer un peu ce qui est compliqué, parce qu'avant j'avais quand même souvent tendance à lisser on va dire la vidéo, ne jamais montrer les failles ou les échecs, alors que c'est hyper intéressant à partager. Exactement, ouais. Ça te rapproche de ta personne aussi, de voir que tu as des problèmes, tu as des difficultés, bien sûr, ça ouais. arrive à tout le monde, et de montrer ses faiblesses, c'est intéressant. Et c'est plus intéressant pour les gens aussi, parce que les gens aiment bien te voir en fait être en difficulté et voir comment tu vas surmonter ça, quoi. Ouais, le storytelling, c'est venu comme ça en essayant, ou tu as lu des livres, tu as regardé des vidéos à ce sujet? J'ai surtout consommé des contenus YouTube. Ouais. Et en vrai, j'ai commencé à faire une grosse fixation sur Casey Neistat, tu vois, je suppose. Grand storyteller de son époque, là. Et en fait, à l'époque, je regardais un petit peu, mais sans forcément faire attention. Puis j'ai commencé à lire des articles à son sujet qui parlaient de storytelling. Et j'ai commencé à re-regarder toutes ses vidéos. Et franchement, j'ai dû en regarder peut-être 200, 300, quoi. Genre, j'ai commencé à regarder ça quotidiennement. Ça devenait vraiment ma petite série télé. Et je regardais ses vidéos, mais je les étudiais surtout, pour essayer de comprendre un peu comment il racontait ses histoires. Et il m'a énormément inspiré. D'ailleurs, c'est lui qui m'a donné un peu envie justement de bouger ma caméra, d'aller à l'extérieur, de sortir de mon bureau et essayer de mieux raconter des choses. Donc c'est surtout, lui, ça a été l'une des plus grosses inspirations, quoi, en tout cas. Ok. Ouais, justement, c'était une des questions aussi, les personnes qui t'inspirent, les designers, mais il y a aussi les filmmakers comme Casey Neistat. Et au niveau design, est-ce que tu as des inspi, pas forcément YouTube, mais peut-être niveau YouTube et autres? Ouais, non, bien sûr, j'ai plein de designers qui m'inspirent. Hein. Il y en a un vraiment, c'est pas un secret, mais Tirsa, tu vois, Tirsa Missou. Ouais, je vois. Je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, je vois très bien. Lui, c'est un peu le gars qui m'a donné envie de faire de la typographie, de m'investir là-dedans. Et aujourd'hui, je fais toujours du lettering, parce que j'adore ça. Et c'est lui qui m'a beaucoup inspiré à l'époque. Et un peu, je me reconnaissais un peu en lui, parce que quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de graffiti. Et je me suis rendu compte que lui aussi, et qu'il est passé ensuite dans le lettrage plus traditionnel, tu vois. Du coup, je me reconnaissais un peu là-dedans, et ça m'a donné envie de m'intéresser au lettrage. Donc lui, ça a été une grosse source d'inspiration. Ah oui, un gars que j'adore aussi, c'est Will Bryant. Je sais pas si tu vois qui c'est. Will Bryant, oh, ça me dit quelque chose. C'est un mec qui vit au Texas. Will Bryant, attends, je peux te l'envoyer dans le chat si tu veux. Vas-y. Pour que ça aille plus vite. J'adore son lifestyle, ses couleurs. C'est un mec qui est illustrateur, mais qui est pas vraiment graphiste, qui est vraiment designer, on va dire. Et il fait des murs, comme autant il fait des affiches. Ah, très cool, ouais. Assez coloré. Et son travail est assez large, vraiment. Il fait de l'illustration, enfin, il a travaillé pour plein de marques. Il faut un peu diguer, mais il est actif depuis très 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 longtemps. Lui, c'est un mec qui m'inspire beaucoup quand même. Et un autre que j'aime beaucoup, mais dont j'adore le travail, c'est Sébastien Curie. J'aime beaucoup son approche de la couleur et c'est aussi encore une fois des illustrations graphiques. En fait, ça c'est surtout les choses qui m'inspirent dernièrement. Parce que comme je travaille de plus en plus l'illustration, mais
Je suis de plus en plus inspiré par des gens qui font de l'illustration et de moins en moins des gens qui font des logos, par exemple. Vous attendez à avoir plus d'illustrations sur la chaîne pour ces prochains mois et prochaines années? Ça a été quoi un peu tes goals pour le futur? Mes goals pour le futur, c'est continuer à bosser sur la chaîne YouTube et me faire plaisir. Mais je peux te lâcher une petite exclusivité. Allons-y. Normalement, cette année, je vais peut-être, quasi sûr, travailler sur une nouvelle chaîne YouTube, en fait. Ok. Une chaîne secondaire qui n'aurait rien à voir avec le graphisme et le design. Et parce qu'en fait, ces dernières années, j'ai tellement fait de vidéos YouTube que je tombais amoureux de la vidéo, de la réalisation, comme je te l'ai dit. Et j'ai de plus en plus un peu cette petite frustration de devoir en fait toujours me cantonner au graphisme. Et parfois, ça me bloque un peu et ça me frustre de me dire que je peux pas faire autre chose. Et donc, j'aimerais bien peut-être créer une nouvelle chaîne YouTube qui n'aurait pas forcément de thème, qui serait pas forcément dans une niche, mais dans laquelle je travaillerais des vidéos un peu dans le même style que sur ma chaîne actuellement, mais dans d'autres thématiques. Et sur plein de thématiques différentes. Bon là, je spoil pas encore ce qu'il va y avoir dessus, mais ça n'aurait rien à voir avec le graphisme ou le design en général, quoi. Ce serait vraiment d'autres choses, quoi. Donc ça, c'est un peu genre le plus gros projet que j'ai en tête en ce moment. Et je sais pas si tu connais Gox, je pense. Bien sûr, ouais. J'adore, grosse inspi aussi. Hein. Ouais, son montage est exceptionnel pour son âge, franchement, il est incroyable. C'est un monstre. Ouais, clairement, c'est un monstre. Je sais pas à quel âge il a commencé à éditer, mais pour avoir ce niveau, enfin, faut vraiment y aller, il est ultra passionné, ça se voit, il aime... En fait, lui, c'est un passionné de cinéma, tu vois, ça se voit. Son œil, il a évolué au fil des années, c'est colossal. Parce qu'avant, c'était vraiment genre ultra too much, un peu épileptique. Et là, plus il grandit, plus il mûrit, je trouve, dans sa réalisation, sa façon de raconter, sa façon de filmer. Et c'est de plus en plus léché, quoi, c'est exagéré. Ouais, carrément. Franchement, il est choquant. C'est un peu dans le même esprit, enfin je dis il a une chaîne secondaire aussi, où il est plus au niveau du filmmaking. C'est vrai. Ce serait peut-être un petit peu dans le même esprit, j'imagine. Après, non, je pense pas du tout. En vrai, non. Ok. Parce que... c'est vraiment des trucs, ça peut être facecam et tout ça, ou c'est juste pour te faire... Ça serait pas facecam. Ok. En fait, c'est très flou, mais c'est vrai que c'est pas clair, j'ai pas trop envie de spoiler, mais... Non, bien sûr. En fait, c'est de la réal. En fait, c'est... Rien à voir, mais je veux dire Casey Neistat, mais c'est plus des inspirations dans ce genre-là. Ça reste en fait un focus sur le storytelling, le fait de raconter des histoires, vivre des expériences, mais pas en face cam, tu vois. C'est un peu en mode les gens m'accompagnent, et comme je le fais dans ma vidéo actuellement, c'est un peu un mix entre du vlog, et je vis un truc, et je partage un peu mon expérience, tu vois. Mais sur plein de sujets différents. Tu vois, Gox, là, sa chaîne secondaire, c'est vraiment ultra cinématographique, quoi. Il est focus en mode cinéma, moi, c'est pas trop mon objectif, quoi. Parce que je trouve que c'est plus trop dans l'esprit YouTube, ça, tu vois, genre, c'est hyper beau, mais ça me correspond moins, quoi. Tu vois, ça a presque sa place dans un festival de court-métrage, tu sais ce que je veux dire, ce que lui, il fait, tu vois. Après, rien ne t'empêche aussi de... Après, enfin là, chacun fait ce qu'il veut, mais de rester sur ta chaîne et proposer autre chose, de voir une autre facette aussi de Balo, quoi. Mais après, voilà, je comprends aussi le risque que t'as pas envie de prendre, t'as monté ta tour et t'as peur que si tu bouges une des pièces, t'as tout qui va se casser la gueule. C'est vrai que ça peut être risqué à ton niveau. Mais c'est clair que c'est un débat, hein. Genre je me pose la question et j'en parle souvent avec mon agent qui lui insiste énormément sur le fait que je poste sur ses vidéos sur ma chaîne principale et c'est un peu un débat, tu vois. Franchement à tester, hein. La question est encore en cours, quoi. Genre c'est possible que... Mais c'est clair qu'il y a des gens qui vont pas comprendre, qui vont se dire what the fuck, c'est plus du graphisme. Et puis de temps en temps il y aura aussi des vidéos de graphisme, donc ça va créer une sorte de mix, tu vois, un peu étrange. Mais on s'attachera plus à ta personne. C'est possible, ouais. Mais bon, ouais. Mais je comprends. Mais quand on y pense, tous les gros youtubeurs actuels, ils ont tous commencé dans une niche, et maintenant ils n'y sont plus, quoi. Squeezie, il a commencé avec du gaming, maintenant sa chaîne principale n'a rien à voir avec le gaming. Joyka, pareil, il a commencé avec de la musique, ça n'a plus rien à voir. Amixem, pareil, enfin, ils ont tous fait ce parcours en vrai, hein. Après, c'est un choix, parce qu'il y a des youtubeurs qui choisissent de diviser, il y a des youtubeurs qui choisissent de rester dans la même chaîne, enfin... C'est un débat, quoi. Je suis encore en plein questionnement. Si ça te rassure, ouais, autant partir sur notre chaîne, et puis je pense que de toute manière, les personnes qui apprécient ton travail vont te suivre de toute manière là-bas aussi, donc... Et je pense aussi que la chaîne secondaire me permettrait peut-être de m'émanciper un peu des codes actuels, d'avoir moins de pression, de pas devoir me dire « Ok, la vidéo doit absolument marcher ». Parce que sur ma chaîne actuelle, aujourd'hui, c'est un peu le cas quand même, vu que ça devient quand même... Enfin, c'est mon métier principal. Je suis quand même soumis à
à devoir performer, à devoir faire des stats, à devoir faire des vues, alors que la chaîne secondaire pourrait justement un peu me délester de tout ça, quoi, de tous ces stress. Principalement grâce permettre au d'expérimenter. sponsor. Ce stress, il vient principalement du sponsor ou c'est toi-même qui te mets ce stress il faut que je performe. Bah, je sais qu'aujourd'hui, si je veux continuer à vivre de YouTube, je dois d'office faire des vues, quoi. Donc, tu vois, c'est un peu une source d'angoisse, quoi. Ouais. Tu dépends quand même des vues, etc. Mais après, sur des projets comme le jeu de cartes, pourquoi pas faire différentes vidéos toujours liées avec un output, je sais pas. Bien sûr, ouais, avec tes propres c'est aussi une façon de monétiser, pas, ouais. Non, c'est clair, ouais. Il y a plein de façons de monétiser, c'est sûr, et j'aimerais bien justement pouvoir mettre en place une sorte de petite boutique pour pouvoir possiblement me séparer des sponsors, pouvoir vivre uniquement de mes contenus. Mais c'est en réflexion, quoi. Mais tout ça prend du temps aussi. Hein. Ouais, exactement. Et puis déjà, je pense que c'est pareil pour toi, mais... Ouais, exactement. Et t'as déjà atteint un stade déjà où c'est vrai que c'est déjà solide, t'as une belle base, et puis autant continuer cette dynamique, quoi. Clairement. Et... Toi, aujourd'hui, tu travailles en tant que freelance ou dans un studio encore ? Non, je travaille plus du tout en tant que dans studio, en freelance de temps en temps, mais c'est vraiment principalement, je me focus avec les élèves des programmes que j'ai bâtis. Du coup, voilà, je suis vraiment indépendant à ce niveau-là, c'est vraiment mes sources de revenus. Au niveau du freelance, c'est très rare, c'est peut-être une fois par an, quoi. Si le projet m'intéresse, le client est intéressant, mais c'est de moins en moins, je préfère me focaliser sur l'éducation, créer des tutoriels, dans tes formations, etc. Quoi. Voilà, transmettre tout ce que j'ai appris, et c'est un peu ce que j'aurais voulu avoir niveau francophone à l'époque. Du coup, je me dis, ok, autant être cette personne-là et transmettre les compétences que j'ai pu avoir à travers les projets de studio à Londres, etc. Ouais, t'as un parcours pro qui te permet maintenant d'avoir un vrai retour pour les gens, quoi. Ouais, exactement, ouais. C'est ça que je trouvais pas mal avec les plateformes de formation comme aussi Domestika. C'est que c'est souvent des gens qui sont encore dans le milieu, qui te donnent des conseils, qui te partagent leur process créatif, alors que souvent des professeurs dans une école, je dis pas toutes, mais parfois ils sont plus du tout dans le secteur et ils peuvent devenir un peu déconnectés, déconnectés du marché. Déconnectés. Après, et même techniquement, hein, parce que c'est vrai que si tu focuses 100% enseigner ce que tu connais, et à un moment donné, bien sûr, t'auras un petit peu, le marché évolue constamment, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, du coup, faut toujours être à jour, et puis c'est quelque chose c'est à la page. Ouais, exactement, que je fais en sorte de faire. Encore plus de nos jours. Ouais, en plus de nos jours, avec l'intelligence artificielle, etc. Peut-être on en reparlera un de ces quatre, mais c'est vrai que ça évolue extrêmement rapidement, et je sais pas, c'est un truc qui te fait peur un petit peu, ce point-là, ou c'est vrai que c'est la question pour les graphistes. Je sais pas, qu'est-ce qu'on en pense Moi, aujourd'hui, ça me fait pas peur, non. Parce que je garde quand même en tête que le métier de graphiste, c'est avant tout... avant d'exécuter, c'est trouver des idées, c'est de la réflexion, quoi. C'est presque un peu intellectuel, en fait, le graphisme. C'est quand tu dois trouver la solution pour une entreprise, lui créer un système, trouver une idée un peu originale pour son logo, ce genre de choses. C'est avant tout quelque chose qui se passe dans la tête, de la réflexion. Un peu comme un directeur artistique, tu vois. Il doit trouver une façon de diriger, des concepts. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'une intelligence artificielle ne va pas te créer un concept tout neuf, quoi. Elle va s'inspirer de choses existantes. Et ça peut être un outil, hein, c'est intéressant. Mais moi, personnellement, ça me fait pas vraiment peur. Je pense qu'il faut savoir les utiliser. Le seul truc qui me pose un peu problème aujourd'hui avec ça, c'est surtout les droits d'auteur. Tu vois, la grosse question qui se pose actuellement, c'est pas vraiment encore légiféré. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Il n'y a pas de législation là-dessus. Donc, il y a plein d'artistes qui se plaignent d'avoir leurs œuvres qui sont utilisées par des IA alors qu'ils n'ont pas donné l'autorisation. Donc ça, c'est un peu le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que c'est pas super clean et qu'il faudrait peut-être mettre un cadre. Tu vois, un peu comme, je prends souvent ce parallèle-là, mais dans la musique, il y a plein de beatmakers qui ont commencé à faire du sampling, qui ont samplé des morceaux, etc. Mais ces gens sont rémunérés en général. Aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas avec les gens dont leur œuvre est utilisée par des IA. Donc c'est le seul problème que moi j'ai avec ça aujourd'hui. Mais si ça se régule et que c'est réglementé, alors c'est ok, tu vois. Non mais ouais, je suis complètement d'accord avec toi, c'est vrai qu'on est dans un moment charnière au niveau de l'évolution, des nouvelles technologies, c'est super intéressant. Comme tu dis, au niveau des droits d'auteur, ça peut être un peu compliqué. C'est pour ça aussi, pourquoi pas avec le développement de la blockchain, pourquoi pas relier l'image liée à un jeton
Ah ouais, carrément. dans le futur, et dans ce cas-là protéger l'œuvre originale. Du coup c'est vrai qu'il y a des options qui peuvent se débloquer au fur et à mesure, mais là c'est vraiment le Far West quoi. C'est le Far West. il y a tellement d'IA qui clair. pop à droite à gauche pour différents, enfin il y a ChatGPT qui ou même DALL-E OpenAI qui met en libre service bien sûr leur API, et du coup tu as plein d'applications différentes, que ce soit aussi pour créer des présentations, etc. Ouais. Et il faut s'en servir aussi. Enfin voilà, j'ai aussi des petites idées de produits, pourquoi pas créer grâce à l'IA pour aider les designers, notamment au niveau du storyboard, etc. Storytelling qui pourrait être vraiment intéressant, que j'aimerais développer. Encore une fois, voilà, ça prend du temps, mais bien sûr, je pense qu'en tant que designer, faut s'en servir dans ton process, quoi. C'est une chose qu'il faut connaître, dont il faut s'intéresser. C'est pas une trend comme les NFT qui pop et qui peut-être vont disparaître. Sûr, en tout cas, clairement. les NFT vont voilà, se transformer. Pour le moment, c'est le bear market. Voilà, on n'entend plus parler des monkeys NFT, bien sûr. etc. Les Bored Ape. Des Bored Ape, exactement. Mais en tout cas, l'IA, elle est présente. C'est une technologie qui va rester, c'est sûr. Il faut savoir, il faut le maîtriser, il faut l'implémenter dans ton workflow. Et comme tu disais, pourquoi pas, voilà, utiliser même tes propres designs pour nourrir l'IA et ensuite créer des variations de ta création. Bien sûr. Ça, je trouve ça hyper intéressant pour des illustrateurs qui ont déjà des milliers d'œuvres à leur actif. Ils pourraient trop en fait l'utiliser pour générer d'autres choses et s'inspirer eux-mêmes, tu vois, quelque part. Ouais, c'est ça. Marrant. Ouais, comme Beeple avec ses millions, je sais pas exactement s'il a créé des millions, mais ça fait quoi, 14, 15 ans qu'il crée tous les jours. Quotidiennement. Quotidiennement. Et ouais, du coup, Beeple, ça pourrait carrément coller. Ces dernières années, il a quand même un style un peu qui s'est dégagé. Mais enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu peux reconnaître du Beeple, mais à l'époque, je pense moins quand même. Ouais, c'était dans une phase de recherche. C'était un peu plus noyé, c'est vrai, dans la masse, qu'il y avait pas mal de personnes. L'exploration. Ouais.